Eh bien, très clairement, ça fait depuis juin 72, sommet de Stockholm, qu'on s'est mobilisé sur les questions d'environnement. Et effectivement, depuis maintenant plus de 40 ans, on n'a jamais accompli que ce qu'on pourrait appeler des progrès incrémentaux. En d'autres termes, la situation s'est très puissamment dégradée. Si je regarde la question du climat, vous le savez, en dépit de Paris, à la fin de la conférence de Paris en décembre 2015, le fait de ne pas dépasser les 2 degrés, c'est quasi impossible aujourd'hui. Et on sera peut-être, d'ailleurs malheureusement, compte tenu de l'accord entre la Chine et les États-Unis récemment, largement au-delà des 2 degrés. En termes de destruction des espèces, l'UICN nous raconte qu'entre 1970 et 2010, la moitié des espèces connues ont disparu. En d'autres termes, on a déjà profondément modifié les conditions d'habitabilité future de la Terre. On ne s'en est pas encore rendu compte, mais on est déjà passé et on va passer dans un monde qui sera très sensiblement différent de celui que nous avons connu. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. Ça veut dire que là, on avance vers un mur et au moins ralentissons la vitesse avec laquelle on va le percuter. Les raisons pour lesquelles on en est là sont des raisons de fond. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement méchants et stupides, nous sommes tout simplement des êtres finis, des animaux, ce qu'on oublie très souvent. Et en fait, il y a 2 situations dans lesquelles on réagit puissamment. La première de ces situations, c'est lorsqu'on est confronté à une menace sensible, évidente, qui alerte tous nos sens. Imaginez un chasseur-cueilleur qui voit débouler sur lui un mammouth, il va tout de suite prendre les jambes à son cou et il va détaler. Si on lui dit dans 20 ans, un mammouth va débouler sur toi, évidemment, il ne bougera pas. Ça, c'est la première situation. Or, les problèmes d'environnement sont des problèmes abstraits. Ce n'est pas en sortant dehors que je peux me rendre compte du fait qu'il y a 400 ppm de CO2 dans un volume d'1 million de molécules d'air, qu'il y en a 400 de CO2. S'il y a des micropolluants dans cette salle, je n'en sais rien. S'il y avait un morceau de plutonium devant moi, l'effet immédiat serait nul. Donc, tous les problèmes d'environnement sont des problèmes abstraits qui nous ramènent à une certaine forme de distance dans le temps, dans l'espace, et ce n'est pas du tout le type d'événements pour lesquels on se mobilise. Personne ne manifeste sur le climat. Vous allez me dire, il y a une manifestation organisée il y a quelques mois, oui, mais 700 000 personnes sur, et encore 700 000 en étant généreux, sur 7 milliards 300 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Et la seconde situation dans laquelle on se mobilise, c'est lorsqu'on se sent responsable. C'est la fameuse règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fît. Et dans ce cas-là, effectivement, si j'impose à autrui de façon évidente un dommage, eh bien, je ne pourrai pas ne pas me justifier. C'est la fameuse fable du loup et de l'agneau. Le loup est humain et il ne croque pas de manière sauvage l'agneau. Il est obligé de se justifier. Or, précisément, en matière d'environnement, les dommages en question, ce sont des dommages simplement auxquels on contribue chacun d'une façon infinitésimale. Notre sens de la responsabilité individuelle est absolument pas engagé. Donc voilà, on est confronté, si vous voulez, à 2 traits très caractéristiques où les questions environnementales sont au rebours des questions qui, traditionnellement, et pour des raisons sans doute entre guillemets naturelles, nous bougent et nous font nous mouvoir et nous font réagir. On n'est pas dans cette situation-là. Donc il faut trouver des artefacts, des artifices pour nous amener à ce que ce qu'on sait de façon très abstraite eh bien, débouche sur de l'action. Et ça n'est pas simple. Combattre la vision du court-termisme, c'est un combat au long cours. La vision du court-termisme, elle est vraiment inscrite dans nos institutions. L'esprit démocratique, c'est avant tout l'esprit du présent. C'est mon bonheur à moi, tout de suite et maintenant. Bon, c'est pas simple, hein. Donc il y a, si vous voulez, vraiment une contradiction de fond. Enfin, je vous l'ai dit, puisque ce n'est pas notre pente naturelle, puisque la démocratie représentative n'est pas du tout faite pour ça, eh bien, il faut lui adjoindre des compléments. Par exemple, on ne va pas le développer ici, mais une sorte de 3e chambre, pas composée d'élus,
mais d'un mélange de citoyens et d'experts qui constituerait une espèce de contre-pouvoir pour sans cesse rappeler. Maintenant aussi, il faut donner plus de place aux associations, qui, elles, sont vraiment porteuses de la volonté de changer les choses. Il faut revigorer la démocratie représentative, revigorer la démocratie participative, et je dirais même, si on veut des politiques publiques résilientes, et là c'est le franco-suisse que je suis qui parle, sans doute qu'il faut donner aussi une certaine importance à la démocratie directe, pour autant qu'on prépare bien le débat public. Donc c'est vraiment une réforme de fond de nos institutions, revigorer leur dimension classique, et puis imaginer des institutions qui n'existent pas pour construire ce contre-pouvoir dont on a besoin pour nous forcer les uns les autres tous à voir bien en face les enjeux du long terme.